Bonjour, je m'appelle Nate Richmond. Mes pronoms sont il et lui. Je travaille au Bureau canadien et je suis le président du Comité international de la fierté. Aujourd'hui, Fierté au travail est ici pour une présentation qui est possible à cause du gouvernement fédéral du Canada et le FRTSSC. Je m'excuse pour mon français et je cède la parole à Fierté au travail qui parle beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup, Nate. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre présentation sur l'inclusion des personnes de SLGBTQIA+, établir des liens significatifs. Alors, avant de commencer, nous allons nous présenter donc par l'intermédiaire du dialogue de l'éducation et du leadership éclairé. Fierté au travail Canada inspire les employeurs à promouvoir des milieux de travail qui célèbrent l'ensemble de leur personnel sans égard à l'expression de genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Nous contribuons à la création d'environnements de travail plus sécuritaires et plus inclusifs qui maximisent le potentiel du personnel tout en éliminant les obstacles à l'emploi. Donc, nos événements éducatifs communautaires et de réseautage que nous présentons vraiment, ils visent à célébrer les employeurs canadiens inclusifs et à leur donner l'occasion de faire connaissance. Eh bien, on se présente aussi. Donc, moi, mon nom est Connor Pion. Mes pronoms sont il, lui et yel avec des accords masculins. Je suis spécialiste du développement et de l'apprentissage à Fierté au Travail Canada. Et j'ai 10 ans d'expérience en recherche, engagement communautaire et sensibilisation et coordination de programmes dans les communautés de SLGBTQIA+, à Toronto et à l'Ontario. Et je pensais à ma collègue Florence aussi pour se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Florence Gagnon, j'utilise les pronoms elle, la, je suis directrice développement créatif chez Fierté au Travail Canada. Ça fait environ 4 ans que je suis avec l'organisation. Je suis basée dans la couronne de Montréal. Je porte plusieurs chapeaux. On me connaît aussi pour le magazine LSTW, magazine que j'ai fondé il y a 10 ans pour la série Féminin Féminin, qui est une série de fiction qui présente la communauté lesbienne à Montréal. Et j'ai été également membre du conseil d'administration de Fierté Montréal pendant plusieurs années. Donc, je redonne la parole à Connor et je vais faire un petit peu plus la deuxième partie de la présentation. Merci, Florence. Alors, avant de commencer, aussi, j'aimerais offrir une reconnaissance territoriale. Donc, Fierté au Travail Canada opère sur des œuvres non cédées, volées et des territoires traités et traditionnels de centaines de nations autochtones divers, ce qui comprend aussi les autochtones bispirituels et LGBTQIA+. Donc, si vous n'êtes pas sur des territoires sur lesquels vous travaillez et vivez, veuillez consulter nativeland.ca pour en savoir plus. Aussi, le bureau principal de Fierté au Travail Canada est situé à G-Toronto ou bien Toronto, qui est visé par la traité numéro 13 avec les Mississauga de la Crédit et aussi des traités Williams qui sont signés avec plusieurs bandes de Mississauga et de Chippewa. Ces terres et ces eaux sont des foyers et les territoires traditionnels des Anishinaabe, des Wendat, Chippewa, Haudenosaunee et aussi la Première Nation des Mississauga de l'Acadie. Eh bien, plus que 70 traités ont été signés entre le gouvernement du Canada et des diverses nations autochtones en tant qu'organisation nationale. Donc, Fierté au Travail Canada nous appuyons, nous respectons ces traités et dans un acte de réconciliation, nous appuyons également des initiatives autochtones nationales telles que la souveraineté des terres, la protection de l'eau et les questions relatives aux droits des peuples autochtones.
et nous appuyons la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies et nous nous efforçons d'autonomiser les peuples autochtones de SLGBTQIA+, résidant dans ce qui est colonial connu sous le nom de Canada. Alors, pour la session d'aujourd'hui, nous allons parler de stratégies de communication efficaces. On va parler un peu de comment agir en allié. On va avoir le temps pour un petit peu de discussion et aussi on va partager des ressources. Quand ça vient à votre participation, on vous encourage de partager vos pensées, vos questions dans la salle de clavardage, mais veuillez aussi respecter la privée, la confidentialité de tous les renseignements personnels qui peuvent être partagés pendant la séance. Aussi, nous aurons un peu de temps pour des questions et réponses à la fin de la session, mais on est en mesure de vraiment seulement répondre aux questions qui sont directement liées au sujet. Donc, pour toute autre question, on vous encourage d'envoyer un courriel à info@prideatwork.ca. Alors, on commence. On va commencer avec les stratégies de communication efficaces. Et vraiment, on va parler de l'acronyme au début parce que c'est probablement les premières questions que vous avez. Donc, le 2SLGBTQIA+, signifie, donc le 2S signifie bispirituel, qui est vraiment une identité culturelle et propre aux Autochtones. Le LGB, ça c'est pour lesbienne, gay, bisexuel, qui sont des orientations sexuelles. Le T est pour trans, qui est une identité de genre. Le Q est pour queer, qui est un peu plus dynamique, donc peut signifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre et bien aussi l'expression de genre. Le I est pour intersexe, qui est un sexe attribué à la naissance, et le A est pour asexuel, qui est une orientation sexuelle. Et donc, le plus, on a plus dans la colonne suivante, donc agenre, allosexuel, androgène, aromantique, bigenre, butch, cisgenre, demisexuel, gender fluid, non conforme dans le genre, genderqueer, non binaire, pansexuel, en questionnement, homme trans, transgenre, transféminine, transmasculine, femme trans et il y en a plus. Donc, c'est pas une liste complète ou définitive, c'est juste pour vous donner une idée des nombreuses identités qui sont pas souvent incluses dans l'acronyme et vraiment juste pour dire que cet acronyme change souvent et c'est pas standardisé par une seule organisation, aussi que l'expansion de l'acronyme est vraiment quelque chose à admirer et à respecter. C'est vraiment le résultat du travail des activistes pour assurer la représentation et la reconnaissance et vraiment l'inclusion des droits humains de toute la communauté. Donc, pour aujourd'hui, on va pas parler trop des définitions en ce qui concerne les identités, parce que le vocabulaire dans cet espace est en constante évolution et peut vraiment différer selon les générations, les régions, les cultures ou même les individus. Et aussi que souvent avec la formation à l'inclusion de SLGBTQIA+, l'accent est mis parfois sur les définitions des différentes identités plus qu'autre chose. Et ces formations-là se sentent des fois disconnectées du lieu de travail et vraiment de ce que les gens recherchent, qui est plus les moyens tangibles de vraiment cultiver l'inclusion ou de l'appartenance au lieu de travail. Donc, au lieu de vous sentir comme obligé de mémoriser toutes les définitions de ces termes, on vous encourage vraiment à investir votre énergie
dans la réflexion sur vos actions et votre langage. C'est pas pour dire que la terminologie est pas importante quand même. C'est quand même très utile, mais il s'agit moins de les termes que vous connaissez que plus la façon dont vous parlez et vous agissez. Mais au lieu de définir chaque identité, on va quand même parler de quelques définitions de des termes qui sont un peu plus pertinents au lieu de travail. Donc, moi, je vais parler plus de genre et l'expression de genre, puis Florence va parler un peu plus de l'orientation sexuelle. Mais même pour comprendre les termes de genre et l'expression de genre, on a besoin de les distinguer du sexe. Donc, quand on parle de sexe, c'est vraiment une classification médicale. C'est basé sur les caractéristiques physiques, donc les chromosomes, les organes génitaux, les systèmes reproducteurs, les hormones, les caractères sexuels secondaires. Et lorsque on parle d'humain, on appelle ça le sexe assigné à la naissance. Donc, ça, c'est la désignation généralement attribuée par un médecin ou un professionnel de santé. Et bien qu'on comprend que le sexe, c'est beaucoup plus que les organes génitaux. D'habitude, c'est les génitaux qui sont le seul facteur décisif dans l'attribution du sexe à la naissance. Eh bien, les deux sexes que vous connaissez probablement le mieux sont les hommes et les femmes, mais il y a aussi intersexe. Comme j'ai mentionné dans l'acronyme, intersexe, ça, c'est un terme générique utilisé pour décrire les personnes qui précèdent des différentes dans des traits sexuels, donc des différences avec leurs chromosomes, de profils hormonaux ou même l'anatomie de la reproduction. Donc, quand ça vient au travail, à moins qu'on ait des professionnels de santé, on ne devrait pas avoir grand-chose avec le sexe ou le sexe assigné à la naissance avec nos collègues. Vraiment, dans le milieu de travail, c'est plus l'identité de genre et l'expression de genre qu'on comprenne. Donc, le genre, ça, c'est l'expérience interne et individuelle d'une personne en matière de genre. Donc, être un homme, être une femme, ou ne pas souscrire à l'idée de genre qui se limite à ces termes. Donc, des personnes non-binaires comme moi, ou ben à genre ou genderqueer. Et puis, l'expression de genre, ça, c'est plus la relation qu'entretient une personne avec les conventions et les stéréotypes associés à un genre spécifique afin de présenter son genre de façon externe sur la base quotidienne. Donc, il s'agit de la façon dont on s'habille, comment est-ce qu'on met du maquillage, nos accessoires, nos coiffures ou même la façon dont on parle ou nos manières de nous exprimer. Donc, même si, OK, des hommes ils ont souvent des expressions plus masculines et des femmes qui ont des expressions plus féminines, et il y a de nombreuses personnes non-binaires qui ont des expressions androgènes. C'est important de comprendre que ces formations d'expression sont pas universelles. Donc, il y a plein de femmes masculines et androgènes, des hommes féminines et androgènes, et bien aussi des personnes non-binaires qui peuvent être hyper féminines ou hyper masculines. Il arrive souvent aussi que l'identité de genre et le sexe vont être confondus. Donc, lorsque nous entendons les mots identité de genre, nous devons comprendre qu'il existe une différence entre le sexe et le genre. Donc, encore, le genre, ça, c'est l'expérience interne et individuelle d'une personne
où est-ce que le sexe, c'est la classification médicale assignée à la naissance. Donc, il existe également une distinction importante entre le sexe assigné à la naissance et le sexe légal. Donc, le sexe légal, ça, c'est la manière dont le gouvernement désigne légalement une personne par des marqueurs de genre, donc M, F, et dans certains pays, comme le Canada aussi, le troisième marqueur X. Et le seul cas où on a besoin de connaître le sexe légal d'une personne au travail est lorsque les ressources humaines l'exigent pour des avantages sociaux. Autrement, le sexe légal, le sexe assigné à la naissance ne sont pas les informations nécessaires dans un contexte de travail. Donc, on doit plutôt se concentrer sur l'identité de genre et l'expression de genre. Et voici, je vous présente une citation fantastique de Julia Serrano, qui est une écrivaine, interprète, conférencière et auteure acclamée. Donc, nous présumons tous les jours le sexe des autres sans jamais voir leur certificat de naissance, leurs chromosomes, leurs organes génitaux, leur système reproducteur, leur socialisation infantile ou leur sexe légal. Il n'existe pas de genre réel. Il n'y a que le genre que nous ressentons nous-mêmes et le genre que nous percevons des autres. Alors, là, on va parler un peu de pronoms. Donc, en ce qui concerne les pronoms, on va regarder ça assez simple pour aujourd'hui. On va parler des pronoms genrés et les pronoms neutres. Donc, quand on se sert de les pronoms genrés, c'est vraiment pour s'appeler les uns des autres à la troisième personne, mais on utilise les pronoms genrés seulement si nous avons déjà confirmé les pronoms de la personne. Parfois aussi, des personnes en transition de genre pourraient décider de changer leurs pronoms genrés. Donc, des exemples de pronoms genrés sont elle, la, il, lui. Et donc, dans une phrase, par exemple, on utilise les pronoms genrés comme cela. Donc, j'ai vu Lorraine au travail aujourd'hui et elle paraissait vraiment heureuse. Je me demande si cela n'a pas à voir avec sa fin de semaine. J'espère la voir bientôt pour en savoir un peu plus. Donc, c'est très simple. Là, quand ça vient au pronom neutre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va besoin de pratiquer un petit peu plus peut-être. Donc, on se sert des pronoms neutres pour s'appeler les uns les autres à la troisième personne lorsqu'on ne connaît pas les pronoms genrés de la personne ou si on ignore si celle-ci les utilise. Donc, des exemples de pronoms neutres incluent yel, lo, yel, san. Il y en a plus, mais on va laisser cela. Et donc, la même phrase en utilisant les pronoms neutres serait « J'ai vu Laurent au travail aujourd'hui et yel paraissait vraiment heureux. » Ex-E. Je me demande si cela n'a pas à voir avec sa fin de semaine. J'espère de le voir bientôt pour en savoir plus. Donc, cet exemple, c'est ça de pronoms neutres en combinaison avec l'écriture non binaire. Donc, par exemple, l'adjectif heureux avec le X et le E. Nous avons utilisé ce guide du Club Sexu pour formuler la phrase et veuillez, on vous encourage de cliquer sur le lien dans le diapo pour en savoir un peu plus et peut-être vous acheter une copie du guide. Quand ça vient à l'utilisation des pronoms d'une personne en conversation, c'est vraiment important de se rappeler que l'utilisation du nom et des pronoms d'une personne est une forme de respect mutuel. C'est vraiment une courtoisie fondamentale et on vous offre vraiment 3 conseils clés quand ça vient à utiliser les pronoms en conversation. Donc, numéro 1, ça serait demander.
parce qu'on ne peut vraiment pas déterminer le nom ou le pronom d'une personne rien qu'en en la regardant. Donc, si on ne sait pas quel pronom à employer pour désigner quelqu'un, on peut soit porter attention à la façon dont les autres référencent cette personne, ou si on n'est pas sûr, on pourrait toujours juste demander directement aux personnes quel pronom ils utilisent, mais on ferait ça poliment et aussi en privé. Numéro 2, ça serait respecter. Donc, si une personne prend le temps de vous faire part de son nom et ses pronoms, utilisez-les et respectez-les. C'est vraiment pas à nous à décider l'identité de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment important qu'on respecte et on utilise les pronoms et les noms. Et finalement, pratiquer, c'est vraiment, si vous avez des difficultés à utiliser les pronoms ou un nouveau nom de quelqu'un, c'est vraiment à vous de pratiquer. Donc, peut-être demander à vos collègues de travail, votre famille, vos amis, à pratiquer avec vous un petit peu ou à vous signaler si ou lorsque vous faites des erreurs. Donc, pour moi, dans mon cercle d'amis, il y a plein de gens qui changent de nom et de pronom parfois plus qu'une fois. Donc, pour moi et mes amis, et même moi juste et ma blonde, on prend toujours le temps de pratiquer à la maison, juste entre nous deux, en utilisant les noms et les pronoms de nos amis. Comme ça, quand ça vient à utiliser les noms et les pronoms en conversation avec les autres, on est déjà habitué à utiliser leurs noms et leurs pronoms corrects. Alors, créer l'espace aussi pour les pronoms est une première étape qui est assez accessible avec un impact assez énorme. Donc, des petites choses comme les étiquettes ou les autocollants ou même des plaques d'identification peuvent également avoir un endroit pour montrer les pronoms de quelqu'un ou si c'est super simple, mais juste commencer des réunions avec tout le monde qui se présente et énonce leurs pronoms, ça fait une grosse différence. Ou si vous avez un profil LinkedIn, ajoutez vos pronoms à votre signature électronique ou bien dans les vidéoconférences comme aujourd'hui sur Zoom, rajoutez vos pronoms. C'est très utile. Mais aussi, l'inclusion des pronoms n'est pas aussi significative si on combine avec d'autres langages genrés. Donc, il est vraiment important d'éviter l'utilisation des choses comme les titres genrés. Donc, par exemple, quand on écrit un courriel, c'est vraiment pas nécessaire d'utiliser un titre genré pour désigner quelqu'un. Donc, on vous suggère de penser plutôt à utiliser uniquement juste le prénom et le nom de famille de la personne. Comme ça, on n'utilise pas les titres genrés qu'après avoir confirmé la façon dont une personne souhaite être adressée. Comme ça, on obtient les renseignements dont on a besoin pour vraiment assurer qu'on respecte la personne. Également, quand on s'engage avec les salutations, on veut vraiment éviter les mots genrés. Par exemple, au lieu de dire bonjour madame, bonjour monsieur, on dit tout simplement bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ou comment puis-je vous aider aujourd'hui et vraiment éviter les termes super genrés. Là, je passe ça à Florence. Merci beaucoup, Connor. Donc, je vais poursuivre. On va parler d'orientation sexuelle
Donc, l'orientation sexuelle, c'est vraiment une caractéristique personnelle qui englobe des sentiments émotionnels, romantiques ou sexuels envers d'autres personnes. Donc, c'est l'attirance ressentie pour les autres et non le comportement ni l'historique sexuel qui détermine l'orientation d'une personne. Donc, encore une fois, on parle de ne pas faire de suppositions, donc pas de suppositions sur l'orientation sexuelle d'une personne, que ce soit sur la base de sa relation actuelle ou sur ses relations antérieures ou sur son activité sexuelle. Quand on parle de conversation respectueuse, donc l'important de commencer par soi-même. Donc, lorsqu'on se présente, je m'appelle Florence, mes pronoms sont elle et là. Donc, c'est toujours de créer des environnements sécuritaires. Donc, en commençant par dire ses pronoms, en les partageant, ça ouvre vraiment la porte aux personnes autour de soi de dire leurs pronoms, puis de partager leur expression, leur identité de genre. Donc, je pense que c'est toujours de mener les choses avec une raison. Donc, si on pose des questions, il faut vraiment avoir une raison solide pour demander des informations. Par exemple, on pourrait dire, nous indiquons les pronoms dans les profils de notre clientèle, donc lesquels devrions-nous utiliser lorsque nous communiquerons avec vous? C'est une bonne formulation pour poser une question. Ensuite, refléter le même langage. Donc, si une personne utilise un terme pour décrire son identité ou sa relation, c'est bien d'employer les mêmes mots. Et encore une fois, on parle vraiment beaucoup de ne pas faire de suppositions. Donc, on sait que maintenant, c'est juste de ne pas poser des questions au premier regard. C'est vraiment d'attendre d'avoir toutes les informations et de ne pas tout de suite prendre des choses pour acquis, en fait. Donc, à retenir, c'est pas parce qu'on veut savoir quelque chose qu'on a le droit de le demander. Ça, on en parle aussi un peu plus loin, mais il y a toute la notion aussi de questionner nos collègues d'ES LGBTQIA+. Ce n'est pas non plus leur rôle d'éduquer. On va parler d'auto-éducation un peu plus loin. Mais tout le temps se demander nos questions, pourquoi on veut poser les questions et de s'assurer que notre motivation est respectueuse. Au niveau des changements générationnels, donc, il y a plusieurs études qui existent. Donc, devenons-nous de plus en plus queer? Donc, on confirme que chaque génération compte plus de personnes s'identifiant comme 2S LGBTQIA+. On peut noter que c'est grandement grâce à l'acceptation accrue, grâce à tout ce qui est arrivé avec l'activisme dans les dernières années. De plus en plus de modèles, de plus en plus de gens out. Donc, il y a un grand travail qui a été fait. On doit quand même relater qu'on sait qu'il existe toujours une sous-déclaration des identités, que ce soit dans les milieux de travail ou dans la société. Donc, la non-identification et la fluidité de genre, c'est aussi quelque chose que l'on voit de plus en plus. Au niveau plus personnel, autour de moi aussi, je vois un changement. Il y a une meilleure connaissance des options. C'en est une des raisons. Il y a aussi de plus avoir à remplir le récit de transition qui était très rigide aussi, qui est plus dépassé. Puis aussi également la réappropriation des rôles culturels précoloniaux. Donc, il y a tout ça qui crée cette ouverture-là. Et de là, souvent, quand on se pose la question pourquoi il y a de plus en plus de lettres dans notre acronyme, bien, je pense qu'il y a juste vraiment une meilleure connaissance des options. Puis il y a la possibilité de se définir comme on décide de se définir. Il y a plusieurs inégalités. Les inégalités sont tout autour de nous dans notre société, mais sont également à travers nos communautés de LGBTQIA+. Donc, la recherche de SRSA a clairement montré des inégalités constantes pour les membres des communautés LGBTQIA+. Donc, il y a une hiérarchie des gains en fonction du genre et de l'orientation. On voit ici la pyramide qui est quand même vraiment intéressante sur le fait que l'homme hétérosexuel est au haut de la pyramide. Donc, on peut penser aussi que, par exemple, 2 femmes bisexuelles ensemble ou 2 femmes lesbiennes, donc les revenus à 2 vont être moins importants que 2 hommes gays, par exemple. Donc, les inégalités restent et ces intersections-là se rejoignent. Donc, l'étude de Transpose Canada montre également que près de la moitié des personnes transgenres gagnent moins de 30 000 et que les personnes transgenres sont 5 fois plus susceptibles de vivre sous le seuil du faible revenu. Aussi, les personnes qui ne sont pas binaires, comme les personnes bispectrales et les personnes non binaires, ont vécu aussi des expériences plus graves. Donc, c'est important de penser
aux intersections à même nos communautés, ne pas nous voir comme toutes sur le même pied d'égalité. Donc, on parle beaucoup de communication entre collègues, entre personnes, dans des situations de tous les jours. Donc, tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est que lorsqu'on en commet une, c'est de trouver l'équilibre entre assumer l'erreur et corriger la situation. Donc, si on n'arrête pas de s'excuser pendant 10 minutes, puis on fait juste parler de la situation, ça met une plus grande emphase sur ce qui vient de se passer. Je pense qu'il faut toujours essayer de trouver la sensibilité pour s'assurer que notre préoccupation première, c'est le bien-être de la personne autour de nous. Donc, encore une fois, tout le monde fait des erreurs, même au sein des communautés trans et non-binaires. Donc, l'important, c'est de reconnaître l'erreur, s'excuser, de s'engager à faire mieux, surtout pas répéter les mêmes erreurs à répétition. Donc, de tout le temps devoir réadresser, ça montre comme si c'était pas pris au sérieux. Donc, je pense que c'est vraiment d'avoir cette sensibilité-là. Puis de considérer sur le moment que si on donne la priorité à la personne non-binaire qui a été blessée et non à nous-mêmes, le focus ne devrait pas être sur nos excuses. Donc, il y a plusieurs cas de figure que je trouve important de répéter. Donc, il y a l'utilisation des pronoms, bien entendu. On en a parlé un peu plus tôt. Il y a le pronom « yel » qui est de plus en plus commun, qui a fait son entrée dans le petit Robert, qui est vraiment une pratique qu'on va voir de plus en plus souvent. C'est quand même quelque chose qui se doit d'être pratiqué, qui se doit d'être intégré parce que ça fait des années, des décennies que chaque personne utilise tellement notre langue qui est genrée. Donc, c'est vraiment une question d'habitude, mais c'est vraiment d'une importance. Donc, si une personne transgenre, professionnelle des communications à Ottawa dit « Être désigné par les bons pronoms est une marque de respect fondamentale », c'est vraiment une chose que les personnes cis considèrent comme allant de soi, mais que plusieurs personnes transgenres ne peuvent pas accepter. Donc, la personne, lorsqu'elle est au travail, elle veut vraiment se concentrer sur sa réussite. Puis le fait d'être mal nommé de façon répétitive peut vraiment interférer au travail. Ça fait sentir mal à l'aise, sur les nerfs. Donc, le fait de toujours devoir réfléchir à la meilleure façon de corriger poliment les gens, bien, ça nuit à la relation de travail avec eux. Puis surtout, ça prend de l'énergie que ces personnes-là préféraient vraiment utiliser pour leur travail. Même chose pour le coming out. Donc, les gens pensent, on parle du coming out souvent, mais le coming out, c'est quelque chose qu'en tant que personne de nos communautés, on fait régulièrement dans différents contextes. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait une fois. Également, il y a des gens qui sont out au travail, mais pas out à la maison. Il y a des gens qui sont out à la maison, mais pas out au travail. Donc, il faut quand même penser au fait que ce concept-là n'est pas le même pour tout le monde, surtout. Donc, ici, on a encore une fois 2 citations de 2 professionnels. Donc, je pense que c'est important de se concentrer sur le fait que c'est quelque chose qui est toujours sensible. C'est pas parce que le coming out a été fait la première fois il y a 15 ans que maintenant tout est beau. Je pense que c'est vraiment un processus, puis c'est quelque chose qui est vraiment commun dans notre vie de tous les jours. Donc, je pense que c'est important d'être conscientisé à ça. Le tokenisme, qui est un concept qui peut être malheureusement quelque chose que l'on voit à travers les organisations. Donc, vraiment faire attention. Donc, il y a plusieurs personnes de nos communautés qui aimeraient être invitées à parler, par exemple, sur des tables rondes, avoir de la visibilité à même l'entreprise, pas nécessairement juste par leurs intersections ni leurs identités. Donc, je pense que c'est important de ne pas seulement s'intéresser à certaines personnes dans l'organisation par ce qui les rend uniques, en fait. Donc, c'est vraiment de focusser sur le travail et sur leurs avancements. Et si la personne a cette envie-là de le partager, c'est génial, mais il faut faire attention justement de ne pas approcher toujours ces personnes-là en leur parlant de leurs intersections et en voulant, comme je disais un peu plus tôt, être vraiment dans l'éducation. Ces personnes-là sont là pour travailler et pas pour éduquer tous leurs collègues et la direction. Donc, voilà. L'intersectionnalité, c'est un concept qui est de plus en plus fréquent dans le terme où on en parle de plus en plus. Donc, je pense que c'est important de connaître ça parce que c'est aussi ce qui définit à même les communautés de SLGBTQIA+. Puis c'est aussi important de voir, tantôt on parlait des inégalités, mais c'est encore plus présent lorsqu'on parle des intersections. Donc, le terme intersectionnalité a été créé par Kimberly Crenshaw en 1989
Donc, c'était pour expliquer l'expérience des femmes noires en particulier, chez qui l'expérience du racisme et du sexisme anti-noir est différente de l'expérience indépendante du racisme et du sexisme anti-noir en l'absence de l'autre élément. Donc, l'intersectionnalité peut être appliquée à toute forme de marginalisation. Par exemple, l'expérience d'une femme autochtone bispirituelle handicapée va être différente de celle d'une femme transgenre blanche handicapée. Bien que toutes les deux soient des femmes de SLGBTQIA+, leurs expériences sont probablement très différentes. Donc, chaque fois qu'on pense au soutien comme allié, on doit vraiment penser à l'intersectionnalité parce que lorsqu'on bénéficie d'un privilège dans un domaine, on n'est pas toujours en mesure de le reconnaître. Quand on pense à l'intersectionnalité, c'est pas seulement lié à la race, à l'identité de genre, à l'expression de genre et à l'orientation sexuelle. Donc, on doit tenir compte, par exemple, de l'identité autochtone, de la langue, des capacités, de la religion, de l'éducation, de l'âge, de la citoyenneté, de la classe, de l'orientation sexuelle, du poids, de la beauté perçue, du lieu de résidence, du lieu d'origine et même de la position dans l'organisation. Donc, tous ces aspects et bien d'autres, bien entendu, constituent l'identité d'une personne, ce qui signifie qu'il existe toujours des domaines dans lesquels on peut agir en allié, en tant qu'allié d'une personne ayant vraiment une identité, une intersection différente de la nôtre. Donc, je pense que la chose vraiment à retenir, c'est de ne pas considérer nos communautés comme étant monolithiques. On doit voir qu'il y a de la diversité à même nos communautés. Puis il y a différents défis qu'on traverse tous et toutes. Donc, on doit assurer d'améliorer notre vision des efforts et des programmes d'inclusion. Par exemple, si on crée un programme pour les membres de la communauté, c'est super fantastique, mais on passe à côté de nombreux membres de la communauté lorsqu'on crée, par exemple, quelque chose principalement fait pour les hommes cis blancs, non handicapés et gays. Donc, lorsqu'on s'attaque à la discrimination, il faut se demander comment ça peut avoir un impact sur les personnes dont les caractéristiques marginalisées sont différentes des nôtres, même si on partage certaines identités. Je pense que l'important, c'est qu'ensemble, de prendre vraiment conscience de la complexité de nos communautés et de voir toute l'étendue des identités et de l'expérience. Merci, Florence. Alors, là, on va parler un petit peu plus de comment agir en allié ou bien vous donner des idées pour comment faire. Donc, comme Florence a déjà mentionné, l'auto-éducation, c'est numéro un. Vraiment, vous encourager à continuer à apprendre. Il y a toujours plus à savoir, même pour nous, dans la communauté de SLGBTQIA+, il y a toujours plus à savoir. Donc, quand ça vient aux ressources, bien Fierté au travail Canada, on a beaucoup de webinaires, d'autres événements, de programmes de leadership ou de network que vous pouvez vous engager. Il y a aussi Google et YouTube qui sont très utiles, TikTok et Instagram aussi si vous avez des comptes TikTok, Instagram, il y a une tonne d'excellents créateurs de contenu et de ressources développées par la communauté de SLGBTQIA+. Il y a toujours des livres aussi. Donc, Ligalion, c'est une librairie spécialisée féministe de SLGBTQIA+, je crois sur la rue Baudré à Tiohtià:ke, donc à Montréal. Il y a aussi les balados ou des podcasts de SLGBTQIA+. Moi, je vous recommande C'est quoi mon genre? C'est un podcast par Henri June Pilote. C'est le seul que j'ai écouté la saison au complet. Donc, je vous recommande vivement. Aussi, la formation continue, donc des cours, des certificats en ligne et aussi des événements communautaires. Aussi, l'intervention est très importante en temps d'agir en allié. Donc, soyez prêts à intervenir et vraiment à passer à l'action. Donc, soyez disposés à remettre en question vos suppositions et vraiment apprendre de ces erreurs. Aussi de tendre la main
et demander comment vous pouvez soutenir vos collègues de SLGBTQIA+. Par exemple, soutenir quelqu'un qui va aux ressources humaines. Aussi, préparez-vous à répondre aux commentaires préjudiciables au lieu de rien dire. Et en parlant de pronoms et de langage inclusif, vraiment vous encourager de donner l'exemple de langage inclusif ou bien de suggérer un langage plus inclusif de vos collègues. Aussi, vous pouvez soutenir la communauté de SLGBTQIA+, dans plusieurs façons. Donc, donner de l'argent à des fonds d'entraide ou à des groupes communautaires locaux ou bien des organismes caritatifs. Aussi soutenir les entreprises et les services locaux qui appartiennent aux communautés de SLGBTQIA+. Aussi, vous pouvez vous engager dans un plaidoyer local, provincial, national ou mondial pour les droits de SLGBTQIA+, ou bien soutenir les groupes de ressources pour les employés de SLGBTQIA+, ou vous impliquer dans des groupes ou dans les célébrations de la fierté. Et quand ça vient au milieu de travail, vraiment plaider pour le changement de votre milieu de travail, par exemple les politiques inclusives, donc des politiques de protection contre la discrimination ou les politiques sur l'harcèlement et les plaintes ou même les protocoles pour soutenir les employés en transition ou des protocoles de changement de nom et de pronoms ou bien des présentations des avantages sociaux inclusifs, donc des avantages sociaux qui incluent les soins d'affirmation de genre ou la couverture des médicaments comme les hormones, aussi des salles de bain non genrées, des campagnes d'espace positifs et aussi l'inclusion des pronoms dans la signature ou des cartes professionnelles. Et encore à retenir, juste dire qu'il est vraiment pas la responsabilité des personnes de SLGBTQIA+, vos collègues, de vous éduquer, vraiment vous encourager de faire vos renseignements. Il y a plein de ressources de qualité au sujet, donc je vous encourage de juste apprendre plus et on that note, on va ouvrir la conversation un petit peu plus et voir si vous avez des questions sur le contenu qu'on vient juste de partager. Bon, en fait, je peux déjà répondre à une première question qu'on a reçue dans la salle de clavardage, une question d'Isabelle. Donc, au niveau de la notion intersexe, donc la notion d'intersexe, c'est vraiment les personnes qui sont nées avec des caractéristiques sexuelles, qu'elles soient génitales, gonadatiques ou chromosomiques, en fait, c'est qui sont nés avec des caractéristiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires. Donc, on a aussi appelé ça pendant longtemps des personnes hermaphrodites. C'est plus un terme que l'on utilise, mais ça peut vous aider à situer de quoi on parle. Donc, ce sont les personnes intersexes. On compte 1,7% de la population quand même qui font partie de la communauté intersexe. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez... Ah, oui, vas-y. Je voulais juste inviter le monde, si vous voulez pas partager en public, vous pouvez nous envoyer vos questions dans le Q&A ou bien dans le chat juste à Florence ou à moi. Ou si Nate a suggéré qu'on pourrait aussi arrêter de enregistrer la session si le monde se sent un peu plus confortable, parler sans être enregistré.
Je ne sais pas si on veut laisser une autre petite minute si vous voulez l'inscrire dans la salle de clavardage. Sinon, on peut finaliser avec les ressources. On peut aussi finaliser doucement avec les ressources, puis on pourra, s'il y a d'autres personnes qui veulent se manifester dans la salle de clavardage, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, on inclut un peu plus dans les ressources un peu de langage respectueux, une couple de termes qui ont été mis à jour un petit peu plus. Donc, je pense qu'on en a 2 ici que vous pouvez référencer et aussi un peu plus sur des différentes pratiques quand ça vient à le langage inclusif, un autre lien au guide du Club Sexu. Aussi plusieurs ressources de Fierté au Travail Canada, aussi un guide que est très utile du 519, comment créer des milieux authentiques, aussi le lexique. Donc, si vous avez des questions plus reliées aux identités ou bien à l'acronyme, la lexique de la Fondation Émergence est très utile. Donc, je vous suggère de passer un peu de temps à vous familiariser avec les termes-là. On a aussi inclus des termes ou des ressources bispirituelles et indigiqueer. Donc, Two-Spirit in Motion, puis Two-Spirit People of the First Nation. C'est beaucoup plus des ressources en anglais, mais je crois qu'il y a quelques-uns qui sont disponibles en français aussi. Eh bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous contacter aussi par email après la session. Oui, Nicole, on peut utiliser cette formulation. Dans le guide Comment nous écrire du Club Sexu, il y a tout le volet des formulations qui sont justement, en plus d'être non-genrées, qui sont comme vraiment inclusives. Donc, les personnes, ça fait partie de ça. Donc, on a aussi un webinaire qui est disponible, qui est seulement à propos des communications inclusives, donc les formulations et les pronoms. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait vous faire parvenir. Mais oui, les personnes, ça fonctionne. Génial. Je ne sais pas si tu voulais conclure, Connor. Oui, non, s'il n'y a pas plus de questions, je vous encourage de ne pas hésiter s'il y a quelque chose que tu penses après la session, c'est pas que ce soit cet après-midi ou demain ou la semaine prochaine. Si tu penses à quelque chose, envoyez-nous un courriel encore à info@prideatwork.ca. On va vous partager une copie du diapo. Donc, prends un peu de temps de cliquer. Il y a plein de liens qu'on a intégrés dans le diapo. Donc, ouais, gros merci pour nous joindre aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin de la semaine. Je veux remercier Fierté au Travail, Connor et Florence pour cette excellente présentation et vous pour votre participation. Merci et bonne journée. Merci, Nate. Merci Merci tout le monde. Merci à tout le monde.